Merci à tous. Je suis Sylvia Saraya. Je suis fonctionnaire de la division de ces plaques à Santiago du Chili. Il est très tôt ce matin. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui et de partager notre expérience sur l'approche Nexus pour les pays d'Amérique et des Caraïbes. Peut-être que vous le savez, c'est une des 5 régions des Nations Unies. Et dans la division des ressources naturelles, nous avons le but de soutenir des pays dans leur stratégie pour gérer les ressources naturelles. Et dans ce sens, nous avons trouvé que l'approche Nexus est très positive parce qu'elle développe les synergies entre les secteurs. Nous avons eu le plaisir de collaborer avec la coopération allemande et ensemble, nous avons identifié donc des formations à réaliser pour la gouvernance, en particulier en connexion avec l'eau. Nous pensons que l'eau est le sujet principal de connexion. Et depuis 2019, nous avons commencé à explorer la partie plus opérationnelle avec ma collègue. Nous allons vous présenter l'adoption d'une approche Nexus. S'il vous plaît, diapo suivante. Nous allons structurer notre intervention en 3 sections. D'abord, je vais commenter sur le contexte et le raisonnement et pourquoi donc adopter une approche Nexus dans le domaine. Lisbeth va commenter les directives méthodologiques et les interventions et je vais partager certaines leçons apprises par des études de cas. Diapo suivante. Comme Mariana l'a dit dans ses remarques d'introduction, l'approche Nexus est particulièrement importante dans un contexte transfrontalier parce que cela permet de travailler sur la coopération. Ce qui est important dans le contexte d'Amérique latine, c'est que la plupart des pays partagent des lacs, des rivières, des fleuves, des aquifères et 70% de nos ressources en eau sont transfrontalières. Vous le voyez dans les diagrammes A et B, comment les bassins sont distribués en Amérique centrale et du Sud. Et dans le schéma de plan C, vous voyez les aquifères transfrontaliers qui existent dans le continent. Diapo suivante. Donc, à CECLAC, ce que nous faisons, nous avons défini les actions Nexus comme des interventions, des plans, des programmes qui impliquent l'eau, l'agriculture, l'énergie ou l'environnement. Et les actions doivent demander des solutions intersectorielles. Nous avons vu que les politiques en général ne sont pas coordonnées avec des objectifs incompatibles, avec un faible impact, où il y a une duplication des efforts et des ressources, donc pas très efficaces. Donc, dans ce contexte, ce qui nous semble important, c'est l'adoption d'une approche Nexus pour aligner les objectifs et obtenir une mesure plus cohérente, pour des actions plus cohérentes, efficaces, efficientes et durables. Et pour optimiser les ressources disponibles.
Donc, les challenges les plus importants, c'est la systématisation pour l'intervention est très importante. Il y a des preuves. On a besoin de preuves basées sur les coûts et les impacts des politiques sectorielles, mais pas tellement sur les avantages de l'adoption d'approches intégrées. Et il est difficile de savoir quelles sont les leçons apprises. Et d'autre part, il y a aussi l'approche est assez récente. Donc, on manque de trajectoire, de distance pour évaluer les choses. Donc, il faut dépasser ces obstacles. C'est évident que c'est la manière correcte d'avancer pour éviter les duplications, pour gérer tous les effets négatifs indésirables. Diapo suivante. Donc, comment avons-nous décidé de dépasser ces obstacles? 3 étapes. D'abord, c'est de créer des preuves à partir de matière disponible et d'évaluer ce qui a été bien fait et ce qui a été mal fait ou moins bien fait. Tirer des leçons pour cela. Ensuite, développer des outils, par exemple des lignes directives que nous allons partager avec vous dans un moment. Et troisièmement, de s'entraîner pour développer la culture Nexus dans l'élaboration des politiques publiques. Enfin, pardon, pas d'entraîner, mais de développer la culture Nexus, d'étendre la culture Nexus. Maintenant, on va passer aux directives méthodologiques. Merci Sylvia. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui avec vous. En ce qui concerne les instruments que Sylvia a mentionnés, il y a 2 objectifs. D'abord, renforcer les capacités institutionnelles des preneurs des décisions, qu'ils sachent quoi faire s'ils veulent adopter une approche intégrée. Deuxième objectif, c'est d'illustrer une collection de méthodologies et d'études de cas avec une vision Nexus d'actions qui ont lieu en ce moment de manière pragmatique et facile à comprendre. Diapo suivante. Ces directives ont les caractéristiques suivantes. D'abord, elles utilisent l'approche du cycle des politiques ou des projets, un cadre structuré qui va nous montrer comment avancer. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle est élaborée autour de 4 phases. En plus, nous avons introduit le concept d'évaluation cyclique dans chacune des phases en utilisant des critères liés à la cohérence, à l'efficacité et à la pertinence. Et dans chaque phase, on décrit très bien par étapes et par des exemples. Maintenant, je vais vous présenter chacune des phases brièvement. Diapo suivante. La première phase, c'est le diagnostic. L'objectif, c'est d'avoir une image claire d'un problème complexe, de ses causes et de ses effets. En général, une question sectorielle est complexe. Ici, encore plus complexe. Si l'on pense à des projets multifonctions qui tentent de résoudre différents problèmes, le contrôle de l'eau, la génération d'énergie, tous ces problèmes vont être liés aux ressources, mais aux écosystèmes, aux technologies efficaces. Ici, nous avons identifié 5 étapes
fondamentales dans cette phase. D'abord, l'identification du problème, ses causes et ses effets. Aussi, une analyse réglementaire. La troisième étape est une analyse institutionnelle. La quatrième étape, c'est l'identification des points d'entrée. Et la cinquième, l'évaluation du diagnostic. Le critère de cohérence. Phase suivante. Ici, nous avons illustré différentes méthodologies qui peuvent être mises en œuvre dans chacune des étapes. Je vais souligner l'importance du processus de participation dans cette phase. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous allons maintenant entrer dans la phase de formulation. Son objectif est de définir la portée de la politique ainsi que des objectifs spécifiques et réalistes. Ici, on fait une évaluation ex ante de l'intervention avec l'approche Nexus. Cette phase devrait considérer tous les secteurs et les acteurs affectés par la politique pour assurer un niveau élevé, une distribution équitable des bénéfices et la viabilité de la politique dans le long terme. On a 4 étapes. D'abord, ce serait la construction d'une vision partagée et l'identification des objectifs et des buts. Ensuite, l'identification des mesures. Étape 3, l'évaluation des alternatives. Et 4, l'évaluation de la formulation. Donc, diapo suivante. Dans ce cas, nous présentons des méthodologies de certains scénarios basés sur la théorie du changement dans le cadre logique avec 3 objectifs, même des aspects économiques, environnementaux et sociaux. Diapo suivante. Nous avons ici donc la phase planification et mise en œuvre. Ici, il s'agit de préparer un plan opérationnel qui détaille les activités, les responsabilités, la coordination et les mécanismes de financement. Étant donné la complexité du nombre d'institutions qui doivent intervenir, il est essentiel d'être précis et d'établir des mécanismes de coordination. Lorsque nous faisons référence à l'action Nexus, on parle d'actions multisectorielles qui peuvent avoir des éléments positifs et des possibilités de financement, mais cela applique aussi des risques et contribuer à optimiser. Ici, nous proposons 3 étapes. D'abord, l'élaboration d'un plan d'action. Deuxièmement, c'est l'exécution du plan d'action qui doit prendre en compte les aspects financement, gouvernance, étape 3, comme dans les autres phases d'évaluation de la planification et la mise en œuvre. Ici, l'efficacité, les critères d'efficacité devraient être pris en compte. Diapo suivante. Dans cette phase, nous recommandons le cadre logique comme méthodologie à adopter. Diapo suivante. Et la dernière phase, c'est le suivi et l'évaluation, l'une des plus importantes qui nous permet de suivre des activités d'investissement, de garantir la transparence et d'évaluer les politiques pour savoir quels sont les bénéfices. Et ici, il y a 3 étapes à développer. D'abord, l'élaboration d'un système de suivi. Ensuite, une élaboration d'une évaluation ex post qui comprend les indicateurs d'impact, en considérant également les critères d'efficacité dans l'étape 3. Alors ici, vous avez des exemples de méthodologies et d'indicateurs que vous pouvez
trouver dans nos publications. Diapo suivante. Et pour conclure, j'aimerais souligner 3 messages sur le potentiel. D'abord, nous pensons que cela peut constituer une feuille de route pour promouvoir l'adoption et l'évaluation des approches de planification intégrée dans le contexte de notre région. Ensuite, nous avons un portefeuille d'approches méthodologiques adapté à différents niveaux de ressources disponibles. Et le troisième point, ce sont des études de cas que nous utilisons pour illustrer les avantages comparatifs lorsqu'on adopte l'approche Nexus. Diapo suivante. Et en plus de cela, depuis l'année dernière, nous avons préparé une série de vidéos qui peuvent compléter l'utilisation des méthodologies, des directives, et tout cela sera posté dans le chat. Merci beaucoup. Et je repasse la parole à Sylvia. Merci beaucoup. Lisa a mentionné l'évaluation de ces expériences. Ces expériences ont été comparées. Ce tableau ici résume les cas pour une analyse comparative. 2 pays au moins nous ont permis de comparer les expériences et les bonnes pratiques. Il y a des phases de gestion de l'eau de la Bolivie et du Chili, ou la gestion de barrages de multifonctions de la Bolivie, et d'autres cas d'études ne sont pas inclus ici dans cette publication, et des solutions basées sur la nature. Diapo suivante. Dans cette diapo, j'aimerais résumer les leçons apprises de ces études de cas. Lorsqu'on approche une approche Nexus, j'aimerais souligner le dialogue et la participation constituent la base du développement pour une approche inclusive. Les situations doivent être gérées par différents groupes de pouvoir, différents acteurs de différents secteurs. Deuxièmement, vous assurer qu'il y a une bonne formulation des alternatives, et pour cela, renforcer l'analyse des causes des problèmes pour avoir une approche inclusive. Cela veut dire publier une histoire commune entre les acteurs impliqués, les compromis à négocier dans chaque cas. Une autre leçon clé, c'est que les objectifs devaient être spécifiques. Pour cela, pour ces mesures, il faut une portée intersectorielle. Un autre aspect clé, évaluer et prioriser les alternatives. Et ici, il ne s'agit pas seulement des questions économiques et financières. Il y a aussi les questions environnementales et sociales qui sont très importantes. Une autre leçon très importante de cet exercice est que il ne faut pas se perdre. Il est important de garder la trace des décisions qui ont été prises. Donc, évaluer constamment si les décisions prises sont intégrées, sont cohérentes et adaptables.
Et plus vous avancez dans la mise en œuvre, la coordination doit être renforcée continuellement. C'est très important dans des segments transfrontaliers parce qu'ils ne font pas seulement faire attention aux niveaux nationaux et sous-nationaux, mais assurer qu'il y a un flux d'informations continu entre les pays. Ce que nous avons également identifié dans les projets, c'est le besoin d'une planification financière. Parfois, on n'a plus de ressources au milieu du projet. C'est pourquoi le leadership et une vision financière sont des éléments clés. Et il ne s'agit pas seulement de l'argent lui-même en soi, mais de l'engagement politique aussi. Et enfin, il faut suffisamment de ressources pour mener à bien le suivi et l'évaluation. Donc, en prenant en compte tous ces challenges au niveau nationaux et internationaux, comme on l'a dit auparavant, ceux-ci s'accroissent dans le contexte transfrontalier. Il y a quelques mois, nous avons participé à la création d'un nexus entre les pays du bassin de l'Amazonie et on s'est tous mis d'accord sur l'importance de ces leçons et on s'est centré sur le numéro 1 et 11. Dernière diapo. Et maintenant, je vous dis que je serai disponible pour répondre à vos questions et à vos commentaires. Jusqu'ici, la plupart de mes matériaux sont en espagnol, mais nous pourrons répondre à d'autres questions de votre part. Merci beaucoup de votre attention. Merci Sylvia, Elisabeth pour cette présentation très intéressante. Et maintenant, je vais passer la parole à Chamizo qui va parler donc du cadre pour la communauté SADC. Monsieur Kamalae travaille pour le dialogue Nexus en Afrique du Sud. Monsieur Chamizo, allez-y, allez-y. Nous entendons très mal, Chamizo. Non, non, nous sommes désolés, mais nous n'entendons pas. Ah, voilà. Alors, il y a des problèmes de son. C'est Madame Chamizo, pardon, Chamizo Kumera, donc je vais vous parler du projet du dialogue Nexus de 2017 à aujourd'hui. Le projet général consiste à soutenir la transformation pour répondre à certaines des demandes en sécurité en eau, sécurité alimentaire et également aux conséquences du changement climatique. Alors, nous voulons vraiment créer un environnement qui nous permettra de mettre en œuvre des projets, des investissements Nexus pour renforcer cette sécurité dans notre région. Diapo suivante, s'il vous plaît. Et donc, je vais vous faire un petit résumé du processus d'institutionnalisation du Nexus dans la région SADC depuis 2017. Je crois que c'est assez clé dans la manière dont le cadre de gouvernance a été développé également. Du côté technique, je crois qu'en plus de dialogue politique fort où se déroule le projet, la première étape était la conceptualisation
qu'est-ce que veut dire Nexus dans la région SADC? Et je vais un petit peu rentrer dans les détails dans les diapos suivantes là-dessus, mais suivant une alliance de compréhension sur ce qu'est le mot Nexus dans la région, nous avons mené une analyse au niveau régional pour vraiment approfondir sur certains des politiques et des plans clés dans la région en ce qui concernait dans les secteurs de l'eau, de l'énergie et de l'agriculture pour voir quelle était la cohérence qui existait entre ces politiques. Et finalement, toutes ces informations de la conceptualisation jusqu'à l'analyse de cohérence a nourri le développement d'un cadre régional pour l'approche Nexus au niveau de la région SADC. Et à ce point, dans le temps, nous en sommes à la deuxième phase du projet et se développe pour accélérer des projets dans la région. Diapo suivante. Alors, lorsqu'il s'agit de comprendre l'approche Nexus et son apport à la région SADC, nous avons conceptualisé cette approche pour vraiment aider à une meilleure interaction entre les synergies, entre l'eau, l'énergie et le secteur alimentaire pour renforcer le potentiel de croissance économique et transformation de la région. Donc, les deux résultats attendus visaient donc à le cercle que vous voyez qui consistait à faciliter les résultats simultanés donc de la sécurité alimentaire, de l'eau et de l'énergie, mais aussi en considérant les ressources naturelles où l'on pouvait améliorer donc ces ressources et les opportunités pour une plus grande coordination des ressources ainsi que la gestion des politiques intersectorielles. Donc, nous espérons vraiment voir cela renforcé dans la région également. Diapo suivante. Donc, cette diapo, disons, c'est vraiment l'explication de pourquoi nous pensons que l'approche Nexus dans la région est intéressante en soulignant que dans la région, nous faisons face à une grande insécurité alimentaire, énergétique et hydrique, que ce soit en agriculture que dans le secteur de l'eau, provoqué par deux choses, disons deux choses principales, une croissance rapide de la population avec l'urbanisation, dégradation des ressources et le changement climatique, mais aussi l'approche en silo qui est mise en œuvre dans la région et qui conduit à une coordination inadéquate de ces secteurs au niveau de la prise de décision. Donc, on a vraiment besoin d'un grand changement de cette approche en silo vers une approche intégrée, que ce soit dans la planification, dans les investissements. Comme vous le voyez ici, il y a certains des points importants qui sont listés. La sécurité alimentaire, eh bien, nous avons un grand pourcentage d'agriculture pluviale et qui est vulnérable aux impacts du changement climatique. Du point de vue énergétique, nous avons 48% de la population qui a accès à l'énergie. Et du point de vue de la sécurité hydrique, il y a un besoin énorme à augmenter l'accès à l'eau potable et à l'assainissement dans la région. Diapo suivante. Merci. Donc, lorsque nous regardons la distribution des ressources dans la région, nous voyons vraiment, nous avons commencé à voir
comment il y a une préoccupation majeure dans la région. Par exemple, si vous regardez la carte qui est sur l'écran, vous voyez que les précipitations annuelles vont de 300 mm par an dans des pays comme la Namibie ou jusqu'à 1500 au Congo. Donc, il y a une grande variation de la distribution des ressources hydriques dans la région. Et en ce qui concerne l'énergie, seuls 48% de la population a accès à l'énergie. Et cet accès se présente de différentes formes avec une distribution des renouvelables très variable lorsqu'il s'agit de ressources qui sont disponibles pour l'agriculture. Par exemple, diapo suivante. Et le tableau suivant montre le niveau de cohérence entre les politiques, les stratégies et les plans. Comme on l'a déjà dit, l'un des aspects clés après la conceptualisation Nexus dans la région est de mener à bien une analyse pour déterminer un niveau de cohérence concernant certaines des politiques clés autour des ressources. Et ce qu'on voit, c'est qu'en ce qui concerne la cohérence, les stratégies pour le secteur de l'eau, suivi de l'agriculture et du secteur de l'énergie. Donc, les politiques et stratégiques dans du secteur de l'eau sont particulièrement cohérentes vu leur alignement avec le focus holistique et intersectoriel de la gestion de l'eau par rapport à Nexus. Et en ce qui concerne l'agriculture, on a trouvé que les politiques comme les politiques régionales et agricoles, y compris un certain nombre de stratégies et de plans, étaient assez cohérents, mais généralement, l'énergie, les politiques énergétiques ne sont pas cohérentes en termes de motivation pour appliquer l'approche Nexus dans la région, constituant donc un argument fort. Cette diapo considère ce qui a été fait autour du mot Nexus et des projets Nexus. Au niveau national, nous avons développé certains documents de perspective pays qui soulignent donc le nexus du point de vue national, donc une analyse des politiques clés et stratégies au niveau national pour déterminer certaines des opportunités clés pour mettre en œuvre Nexus au niveau national. On a vu que des pays comme la Namibie et la Zambie ont des grandes opportunités pour inclure le mot Nexus dans les plans de développement lorsqu'il s'agit de la réponse au changement climatique. L'Afrique du Sud était clé pour cela et incluait cela dans le processus PAN. Et en ce qui concerne l'efficacité et la durabilité dans les secteurs prioritaires, on a examiné comment le Nexus peut être inclus, comme dans des pays comme le Botswana. Il y a un fort focus sur l'agriculture, le bétail, l'élevage, donc les opportunités. Maurice a un focus fort sur l'énergie. L'Angola a un focus sur l'environnement. Tout cela a été fait pour tous les 15 États membres de SADC. Et pour la phase suivante du projet, qui va de 2020 à 2023, nous révisons ces documents, y compris pour les 16 États membres, pour voir quelles sont les opportunités du point de vue des investissements. Diapo suivante.
Bien, donc un autre instrument qui a été développé faisant partie de ce projet, c'est l'instrument d'identification des projets en se basant sur le cadre conceptuel pour trouver des paramètres clés pour la région. C'est un instrument qui est utilisé pour dépister certains investissements pour les projets qui ont un potentiel. Une longue liste de projets dans la région ont été identifiés en utilisant des sources, des plans régionaux, des master plans de développement. On a examiné des programmes sectoriaux pour avoir cette longue liste de projets. Et l'instrument a été testé par un État membre de SADC pour identifier les projets d'investissement clés qui ont un potentiel Nexus fort et pour voir comment on peut accélérer les investissements grâce à cette approche Nexus. Cet instrument a été testé par les États membres et nous espérons pouvoir continuer à l'utiliser pour soutenir SADC et pour identifier les opportunités d'investissement Nexus dans la région. Diapo suivante. Finalement, comment ce cadre Nexus de la région SADC tente de guider l'institutionnalisation du Nexus, car Nexus a été endossé récemment par les ministères de l'eau, de l'énergie et de l'agriculture en 2020 et examine vraiment comment faciliter donc une planification intégrée pour soutenir cet agenda de développement. La coordination des institutions, des politiques, des stratégies, des programmes pour atteindre la sécurité et assurer plus d'efficacité dans l'utilisation des ressources. Le cadre, on s'attend à ce qu'il puisse répondre aux challenges principaux dans la région en fournissant des guides, des conseils pour la coordination des trois secteurs, entre les trois secteurs, au niveau de la prise de décision politique à travers les comités ministériels que vous voyez dans la case et en considérant comment coordonner les trois secteurs au niveau technique à travers les comités techniques conjoints et plus de coordination à travers les unités responsables de l'énergie, de l'eau, à travers dans le secrétariat SADC lui-même qui utilise Nexus. Donc, ce groupe de travail Nexus est une structure pour mieux coordonner entre les agences de mise en œuvre et les partenaires dans la région. Diapo suivante. Cette diapo vous donne une vision générale sur le processus d'élaboration du cadre développé de 2020 jusqu'ici. On s'est basé sur des dialogues politiques et techniques qui ont eu lieu. Cela a pris forme au niveau des organisations des bassins, des dialogues entre différents partenaires depuis 2017. Et en 2019, nous avons également un atelier de validation et appliqué en 2020. On a vu l'adoption donc du cadre par les ministres conjoints de l'énergie, de l'eau et de l'agriculture, donc en octobre 2020. Diapo suivante. Et finalement, certaines des leçons clés qui ont été tirées de ce projet dans la région SADC. Le premier, autour de la définition de la portée des objectifs de l'approche Nexus, qui était fondamental, était de se centrer sur
la conceptualisation et d'avoir une définition forte de l'approche Nexus et quel peut être son rôle dans la région et sa mise en œuvre. Le deuxième était d'un soutien à une appropriation politique de haut niveau. En plus de cela, l'établissement, la facilitation de dialogue multiparties prenantes et sectoriel a été fondamental pour assurer que les instruments développés restent pertinents et importants pour les États membres, ainsi que les agences de mise en œuvre. Et ce qui a été critique en ce qui concernant le cadre régional était de s'assurer qu'il ne réinvente pas la roue, mais qu'il se développe à partir de structures existantes au lieu d'en créer de nouvelles. Alors, beaucoup des structures mentionnées font partie de ce cadre de gouvernance et étaient déjà incluses dans SADC. Et donc, le processus est de voir comment on peut mieux les aligner pour la coordination. Et enfin, il s'agissait de considérer le renforcement des capacités, les interventions autour des dialogues pour aider, pour contribuer à la prise de décision considérant les différents compromis autour de l'eau. Donc, générer plus d'informations qui pourraient aider, contribuer à la prise de décision. Merci de votre attention. Merci, Chamisso. Et merci de nous avoir rejoints de cette manière. Bien, et maintenant nous allons ouvrir la discussion pour nous assurer d'inclure certaines questions dans le chat. Comme je dis au début, nous sommes très heureux de souhaiter la venue à Claudia Ringler qui nous a rejoints pour la discussion. Et j'aimerais commencer la discussion sur les bénéfices de l'approche Nexus en termes de gouvernance. Claudia, cette question s'adresse à vous. Votre perspective et en regardant les exemples que nous avons entendus des intervenants, quels sont les bénéfices de l'institutionnalisation de l'approche Nexus dans la gouvernance transfrontalière et comment cela renforce-t-il la coopération transfrontalière? Merci de cette question. Je crois que ce qui est très clair, ce qu'on a vu dans les trois présentations en Amérique latine, en Afrique du Sud, c'est que la réflexion Nexus demande une certaine institutionnalisation parce que les ministères restent mandatés pour un domaine. Et dès qu'on est transfrontalière, ça devient très difficile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire des ministères qui se limitent à une chose? Le ministère de l'irrigation, de l'agriculture développe un système d'irrigation, mais il a différents mandats. Je dois fournir le montant d'eau nécessaire. Et si on me demande de reporter d'autres indicateurs comme combien d'énergie je consomme et combien d'énergie je peux créer en utilisant des panneaux solaires pour l'irrigation, à quel point je contribue à la nutrition au-delà de récoltes stables. On a besoin donc d'indicateurs de type Nexus pour ces planifications, pour changer la mise en œuvre et les acteurs qu'ils consultent. Et ça, c'est important au niveau national, mais c'est encore plus au niveau international. Sans institutionnalisation, c'est impossible. Et quels sont les bénéfices? Eh bien, pour revenir au bassin du Niger, le Niger seul a sa capacité à décliner de 500 à 600 aujourd'hui. Donc, les pays ne peuvent pas se permettre de continuer seuls. Les coûts d'utilisation de l'eau pour
une utilisation alors qu'on peut faire une utilisation multiple est incomparable. Et sans l'institutionnalisation, sans acteurs qui travaillent pour des multiples buts et qui considèrent des compromis, on ne peut pas avancer. Le changement climatique avance, on ne peut pas continuer à faire les choses comme on les faisait auparavant. Merci de cette réponse, Claudia. Pour rebondir là-dessus, il serait intéressant de voir considérer les challenges et les facteurs de succès pour endosser ce cadre Nexus. Et je crois que nos panélistes auparavant ont déjà soulevé certains ou présenté certaines des leçons apprises et parlé des challenges qu'ils ont rencontrés. Cependant, Sylvia, je vous poserai bien la question. De votre point de vue, quels sont les facteurs clés pour endosser ce cadre Nexus à partir de votre expérience? J'entends très mal, je dois dire. Alors, je vais essayer de répondre et également répondre à la question soulevée par Teresa Anita dans le chat. Laissez-moi commencer par dire que c'était très intéressant, les trois questions qu'elles ont posées, parce qu'elles sont liées entre elles lorsqu'il s'agit de la sélection des acteurs et de leur implication. Nous recommandons d'utiliser une matrice où vous croisez les intérêts des acteurs dans les projets de barrage multifonction, par exemple. Lorsque se rend compte rapidement qu'il faut constituer un groupe de travail avec tous les membres impliqués concernant les objectifs de ce barrage, du secteur de l'irrigation, de la production d'énergie et de la production d'eau potable, basiquement, ils ont commencé à poser la question, quels sont les objectifs, quelles sont les priorités, et cela a conduit à améliorer la planification des réservoirs. Mais il ne faut pas s'arrêter ici, ils ont dû continuer pour considérer des protocoles d'urgence. Que se passe-t-il si on a des inondations? Quel type de consommation allons-nous utiliser en période de... donc, un certain nombre de situations. Ce qui est important aussi, c'est que les décisions du barrage peuvent avoir sur les populations. L'un des objectifs était d'améliorer les infrastructures et la fourniture de services WASH pour les populations, pour les communautés. Alors, est-ce que cela a un impact sur la population immédiate? Je crois que c'est une autre leçon apprise et c'est très important. Nous avons également un autre exemple de l'Équateur avec le barrage multifonction. Dans ce cas, ils ont présenté une bonne pratique qui devrait être plus disséminée, qui est d'établir des rôles. Par exemple, il y aura le secteur électrique, l'irrigation, mais ils ont eu une interaction plus étroite avec la population locale. Par exemple, la compagnie électrique finançait l'infrastructure du barrage, mais aussi à des canaux d'irrigation. Donc, ils ont partagé des coûts entre les secteurs. Donc, il doit y avoir une coopération. Lorsque vous engagez avec le projet, vous devez créer une vision partagée.
on partage des coûts, des responsabilités pour avoir une gestion de l'eau qui bénéficie. Il y aura des compromis, évidemment. Donc, je pense que les questions qui ont été posées dans le chat, et pour revenir à votre question, le dialogue, la coopération, être ouvert selon mes possibilités, être équitable. L'inclusivité, c'est très important. Et partager la charge, je dirais que je remercie le public pour ces questions. Merci beaucoup. Sylvia, c'était très intéressant comme question, comme réponse. Et maintenant, j'aimerais rebondir sur une question qui a été soulevée dans le chat à Chamizo. La question était comment la cohérence politique a été définie et évaluée et quel type de critères utilisez-vous pour dire si une politique est cohérente ou pas? Merci Tina, merci pour cette question. Michel, oui. En fait, il s'agissait de définir le type de cohérence pour cette analyse. Nous avions 4 niveaux. Au niveau élevé de cohérence, on a eu une description autour des politiques et des stratégies en place, en ligne avec les sécurités alimentaires en eau et en énergie, et aussi en considérant une attention spécifique sur le changement climatique des écosystèmes et la biodiversité, en considérant également la terre et l'intégration. La politique devait inclure de nombreux et des déclarations complémentaires sur les stratégies, les activités pour les approches Nexus et également d'autres sous-composantes considérant les ressources naturelles et la biodiversité. Bon, ça, c'était le niveau supérieur, disons, de cohérence lorsque vous analysiez certaines de ces politiques et stratégies. Et à l'autre bout de l'échelle, la non-cohérence, où ces politiques montraient des preuves que les sécurités alimentaires, d'eau et énergétique ainsi que d'autres composants n'étaient pas alignés ou coordonnés. Donc, des déclarations de complémentarité ainsi que des activités clés ou des plans qui étaient fournis et qui examinaient une approche intégrée. Bon, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Je peux également, en ce qui concerne certains des challenges qui ont été soulevés, il y a 2 challenges clés. L'un concerne la coordination inadéquate au niveau de la prise de décision et une coordination inadéquate entre les 3 secteurs au niveau régional technique et l'élément clé concernait l'absence de structure facilitant la coordination entre ces unités. Bon, c'était vraiment la base autour du cadre de gouvernance Nexus. Merci beaucoup, Chamisso, également pour répondre aux questions, avoir répondu de la question du chat. Vous avez mentionné certains des challenges mentionnés, rencontrés, pardon. J'aimerais savoir comment vous pouvez inclure différents acteurs dans le processus. Je crois que c'est un composant clé, différents acteurs de différents niveaux. Peut-être que c'est une question que je pourrais poser à Sylvia.
Sylvia ne répond pas pour le moment. Ah, la voilà. Je l'entends très mal, je suis désolé. Je lisais dans le chat, il y a une autre question sur l'adoption de l'approche Nexus et comment nous sommes en train de progresser. Je crois que l'étape suivante est que nous voulons rentrer en profondeur dans un projet et calculer avec des chiffres au niveau environnemental, économique et social. Nous avons les secteurs publics qui sont intéressés dans la région et nous espérons de pouvoir travailler avec eux pour pouvoir fournir ces preuves, non seulement pour mesurer l'impact économique, mais pour nous assurer de l'impact environnemental de nos décisions. Et c'est là où il y a, disons, le fossé le plus important. Et c'est pourquoi il faut aller plus loin. Notre directeur d'unité, elle a commencé, directrice a commencé cette année. Elle est ici et elle a apporté beaucoup d'expérience en termes de formation. Donc, dans l'année à venir, nous pensons que pour aider les pays, nous devons fournir les preuves des différents bénéfices que vous pouvez obtenir en utilisant des indicateurs clés en termes des aspects environnementaux, socio-économiques. Bien sûr, lorsque vous êtes dans une approche mise en œuvre Nexus, bon, voilà les bénéfices que vous obtenez, en fait. Donc, nous avons de la chance, nous renforçons notre équipe dans ce domaine. Et nous sommes eau et énergie qui sont au centre de ce concept Nexus et les ressources naturelles. Et nous pensons que nous sommes en bonne place pour fournir des preuves, pour fournir ce type d'analyse et pour continuer à stimuler l'adoption de cette approche Nexus et compléter cette vision pour l'avenir. Merci Sylvia. Je dis bonjour à tous. Je suis la directrice énergie euro pour EPLAC, pardon. Et nous tentons d'amplifier notre vision à travers notre méthodologie à d'autres pays, à de nouveaux pays pendant la période de 2 ans à venir. En ce qui concerne le Nexus eau, aliments, énergie, mais aussi renforcer les capacités des pays à fournir des preuves quantitatives. C'est un des problèmes, non seulement l'institution, la coordination. Nous savons plus ou moins comment naviguer parce que ces plaques a un certain prestige dans la région, mais les preuves quantitatives et le renforcement du système statistique qui doit aussi être basé sur les agences pour pouvoir répondre à l'adoption de ces approches Nexus eau, aliments, énergie. Et nous travaillons dur pour cela. La première autorité, institution qui nous soutient pour aller dans cette direction en termes de renforcement des capacités des pays en travaillant en réseau et en observant à travers les indicateurs qui sont comparables et bien produits pour que les prises de décision politiques soient plus fortes et basées sur des preuves. Merci, Ryan. Bien, il y a un point important, ce qui concerne ces preuves et ces statistiques au niveau quantitatif. Je crois que Claudia, quel est le rôle des instruments de prise de décision
est-ce que vous pouvez fournir des exemples d'instruments de soutien à la prise de décision dans le cadre de l'institutionnalisation Nexus? Rapidement, je crois que c'était une discussion très intéressante jusqu'ici, beaucoup de challenges simulants. Bon, ces instruments sont particulièrement nécessaires. Ces impacts environnementaux, vous savez que c'est un des challenges. Lorsqu'on parle de développement agricole, on peut parler face à face, mais lorsqu'on considère par l'impact du changement climatique et les ressources en eau, quand on veut éviter les dommages dans les zones humides, il faut vraiment utiliser ces instruments. Il s'agit vraiment d'instruments, système basé sur l'eau qui permet de prendre des décisions dans beaucoup de ces bassins. Parfois, ils sont utilisés pour soutenir des décisions, mais même dans les pays les plus avancés, cela dépend des politiciens qui sont conscients de ces instruments, mais parfois ils prennent des décisions différentes, n'est-ce pas? Donc, souligner qu'on a besoin de ces instruments de soutien plus que jamais, étant donné la rareté des ressources naturelles. On n'a plus que peu d'eau disponible par habitant dans ces pays. Et il vaut mieux comprendre, évidemment, les impacts environnementaux. Pour que ces modèles soient acceptés, la source de données doivent être amplement partagées et les données doivent être approuvées par les agences techniques, les ministères, etc. Il y a une grand besoin de formation, de renforcement des capacités autour de l'utilisation de ces instruments. Tout le monde peut jouer avec certains scénarios et il faut évidemment que les agences se les approprient, telles que l'autorité du bassin du Niger. Alors, ça devient de plus en plus difficile que de répondre, d'atteindre ces buts multidéveloppement. Merci Claudia de votre réponse. Peut-être qu'une dernière question, une dernière avant de fermer, avant de terminer parce qu'on épuise notre temps. Il y avait une question dans le chat sur est-ce qu'il serait possible de construire des systèmes régionaux Nexus sans construire des systèmes nationaux? Bon, cette question a été posée plus tôt. Je ne sais pas si c'est clair. Bon, sinon, je peux demander de reposer la question. Je peux intervenir. Je sais que la question était adressée à moi. Oui, je pense qu'encore une fois, merci beaucoup pour la question. Comme cela a déjà été dit, en ce qui concerne les leçons apprises dans la première phase du projet terminé en 2019, on a vu qu'il y avait un besoin de développement des capacités au niveau régional, mais en particulier au niveau national. Et ce qui est bon de mettre en œuvre Nexus au niveau régional, c'est que nous avons pu développer ce cadre de gouvernance au niveau régional qui interagit amplement avec différentes institutions des États membres sur l'eau, les aliments, l'énergie, mais cela peut être utilisé comme un modèle que les États membres peuvent utiliser pour mettre en œuvre des structures similaires basées sur des institutions similaires. Ce qui a été fondamental dans la seconde phase, c'est que on passe maintenant au niveau pays pour
travailler avec différents pays sur ce qu'est le concept de Nexus et pour accélérer les projets d'investissement et pour soutenir le développement de directives régionales qui considèrent donc, qui examinent le cycle de vie du projet et comment on peut les mettre en œuvre dans les différentes étapes. Donc, voilà. J'espère que de cette manière, j'ai bien répondu à la question. Super, merci beaucoup, Chamisso. Bien, et merci au public en particulier d'avoir posé vos questions, puisque maintenant, nous arrivons à la fin du webinaire. J'aimerais clore la séance d'aujourd'hui. Je crois que nous avons vraiment eu des présentations très intéressantes et une discussion également très riche. On a vu ce qui était nécessaire pour mettre en œuvre l'approche Nexus au niveau de la gouvernance et la valeur que cela a et pour assurer au bout du compte la sécurité alimentaire en eau et en énergie. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, en particulier nos intervenants, nos panélistes, le public, les co-organisateurs de cette séance. Et j'espère que vous avez bien apprécié notre discussion. Vérifiez notre page web, restez en contact pour plus d'informations, pour des nouvelles sur le web Nexus. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Au revoir.